Avant de commencer, la discrétion du spectateur est fortement conseillée. Ce qui suit est uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Il s'agit du témoignage mot pour mot au tribunal fédéral dans le cadre du procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. Le moment était enfin arrivé. Après des mois de spéculation, de documents judiciaires et de pression publique croissante, Sean G.J. Carter est entré dans la salle d'audience. Pas en tant que magnate. Pas en tant qu'icône. Mais en tant qu'homme se défendant contre des allégations troublantes, et en tant que témoin à charge pour Diddy. Alors que le monde de Diddy s'effondrait et que les fameuses « freak-off parties » faisaient désormais partie de témoignages sous serment, G.J. a été entraîné dans la tempête par simple association. Son nom était attaché à des pièces dans lesquelles il n'y est entré, à des événements qu'il affirme ne jamais avoir vécus, à des victimes qu'il soutient ne jamais avoir rencontrées. Mais comment allait-il se défendre face au jury, aux médias, et à la culture? Que dirait-il, alors que le monde entier le regardait? C'est le moment où G.J. a témoigné. La salle d'audience venait de se calmer après une matinée agitée d'arguments juridiques. L'accusation s'apprêtait à réintroduire des preuves liées au témoignage de Cassie Ventura. Les avocats de Diddy feuilletaient leurs papiers, à moitié ennuyés, excessivement confiants. C'est alors que les portes se sont ouvertes. Pas doucement. Pas discrètement. Mais délibérément. Comme on entre dans une pièce en sachant que la vérité est enfin sur le point de rattraper ceux qui fuient depuis trop longtemps. G.J. est entré, vêtu d'un costume bleu nuit taillé si net qu'il ressemblait presque à une armure. Il ne regarda ni à gauche, ni à droite. Pas d'entourage. Pas de Beyoncé. Pas d'équipe Rock Nation. Juste lui, une légende vivante entrant dans une salle d'audience qui ne s'attendait pas à le voir. Pas comme ça. Pas sur la liste des témoins. Pas sous serment. Des soupirs parcoururent la salle. Le public s'est levé à moitié par réflexe. Une journaliste a laissé tomber son stylo. Cassie Ventura, assise derrière l'accusation, s'est penchée pour chuchoter à son avocat. Même la juge a haussé un sourcil. Diddy s'est tourné vers l'entrée, sans ciller. Ses yeux rivés sur G comme s'il voyait un fantôme qu'il avait enterré il y a 20 ans revenir à la vie. Ce n'était prévu par personne. Ni par la presse. Ni par le public. G.J. avait demandé que sa déclaration soit tenue à huis clos, mais la cour avait refusé. Transparence. C'était la règle. Et maintenant, G allait livrer la performance de sa vie. Pas avec des paroles, mais avec la mémoire. Il a pris la barre. Il a prêté serment. Et la salle, remplie de procureurs fédéraux, de journalistes people et d'avocats qui négociaient autrefois des contrats à plusieurs millions autour d'un brunch, s'est penché comme pour écouter les premières mesures d'un morceau qu'il n'était pas censé entendre. Sa voix était calme, maîtrisée, mais tendue, comme une corde tirée des deux côtés. « Je veux être clair », a-t-il commencé. « Je suis venu parce que le silence n'est plus une option. » Et avec cette phrase, tout a changé. Car lorsque Sean Carter parle pas le magnate, ni le rappeur, ni l'homme d'affaires milliardaire mais l'homme derrière tout ça, ce n'est pas juste un témoignage. C'est un règlement de compte. G.J. n'a pas perdu de temps. Il n'est pas venu avec le déni comme arme d'entrée. Il est venu avec le contexte. Et c'était encore plus dangereux. Oui, j'ai été invité aux événements de Diddy. Oui, j'y ai assisté. Mais soyons clairs, ce que j'ai vu et ce qu'on m'a raconté étaient deux réalités très différentes. Il a dit ces mots avec soin, délibérément. Ses avocats étaient tendus. La défense semblait confuse. Est-ce que cela les aidait? Était-il en train de retourner sa veste? La réponse est arrivée lentement, morceau par morceau. Alors que G.J. expliquait quelque chose que personne n'attendait. J'ai vu les montages, les NDA, les téléphones confisqués, les pièces du fond avec des rideaux. Je ne suis jamais entré dans ces pièces. Je n'ai jamais signé ces papiers. Mais je savais. Il a marqué une pause. Je savais que quelque chose n'allait pas. Cette phrase a fait exploser la salle d'audience. Car ce n'était pas juste une reconnaissance de présence. C'était une reconnaissance d'avoir été témoin du fonctionnement de la machine que Diddy aurait construite. Une machine que Cassie, Dawn Richard et d'autres avaient décrite en détail déchirant. G.J. s'est tourné vers le jury. Vous savez, dans cette industrie, il y a des fêtes. Et puis il y a d'autres fêtes. Celles auxquelles j'ai assisté, celles que j'ai commencé à fuir, ce n'étaient plus des fêtes.
C'étaient des systèmes. Des expériences conçues. Pas pour s'amuser. Pour contrôler. Pour le pouvoir. L'accusation a demandé. Avez-vous déjà été témoin de quelque chose de criminel? Gégé a hésité. Non, pas directement. Mais j'en ai vu assez pour savoir que je ne devais pas être là. Il a décrit un événement en 2015, une fête à Miami soi-disant pour l'anniversaire de Christian Combs. Il y avait des masques. Tu savais que les gens te faisaient confiance. Tu as utilisé ça. La mâchoire de Didi s'est ouverte. Puis est venu le moment où le témoignage de Gégé est passé du contrôle des dégâts à la destruction totale. Il a raconté une conversation privée avec Didi fin 2018, alors que des rumeurs d'enquête commençaient à circuler. Il m'a dit, ils viennent pour moi. Fais attention à qui tu fréquentes. Je lui ai demandé, est-ce que tu as fait quelque chose d'impardonnable? Il m'a répondu, ce ne sont que des faits, j'ai des expériences. Personne ne se blesse, à moins qu'il ne le veuille. La voix de Jay s'est brisée légèrement. C'était la dernière vraie conversation que nous avons eue. Il a arrêté de répondre à ses appels. Il a commencé à s'éloigner. À éviter les événements de révolte. À annuler des collaborations. À ordonner à Roc Nation de garder sa marque loin de ce que faisait Puf. Ensuite, le procureur a révélé un échange de mails entre les avocats de Gégé et une partie anonyme, début 2020. On y avertissait que les NDA, accords de confidentialité, pourraient être utilisés comme arme contre ceux qui étaient présents, même sans implication directe. J'ai hoché la tête. Je savais ce que cela signifiait. Ils allaient utiliser le silence comme un bouclier. Et je n'allais pas me faire piéger. Il a conclu cette partie de son témoignage par une phrase devenue virale avant même la pause. Il était mon frère. Mais maintenant je vois qui il était vraiment. Et ce que j'ai failli devenir, en restant trop proche. Je suis complice de tout ce que cet homme a fait? Il secoua la tête. Ce n'est pas de la justice. C'est de la chasse aux sorcières. Gégé prit un moment. Il fixa les jurés, puis le public, avant de reprendre. Nous devons revenir à la vérité. À la preuve. À ce qui est réel. Sinon, tout ce qu'on a bâti, la culture, l'héritage, puis il termina avec une déclaration qui ne venait pas d'un homme d'affaires, d'un rappeur, ou d'une célébrité. Mais d'un père, d'un mari, et d'un homme noir qui savait ce que signifie être traîné dans la boue de l'opinion publique. Je ne suis pas venu ici pour protéger ma réputation. Je suis venu ici pour protéger la vérité. À ces mots, la salle resta silencieuse. Aucun murmure. Aucune toux. Juste le poids de ce qui venait d'être dit. Le juge suspendit la séance pour la journée. Et alors que Gégé quittait le tribunal, seul, comme il était venu, les journalistes se ruèrent vers la sortie pour être les premiers à relayer le moment historique auquel ils venaient d'assister. Didi, toujours assis à la table de la défense, regarda fixement le vide, comme s'il réalisait que la tempête qu'il pensait contrôler venait de lui échapper. Car ce jour-là, dans cette salle d'audience fédérale, ce n'est pas seulement une déclaration qui a été faite. C'était une fracture. Une prise de position. Et peut-être, le début de la fin.